le plus gros conseil que j'ai eu, c'est t'es pas le personnage principal de l'histoire de tout le monde. Puis ça, c'est quelque chose. Les médias sociaux nuisent énormément à ça aussi parce que tu as le sentiment que tout ce que tu fais est scruté à la loupe puis que tout le monde te juge puis tout le kit. Mais au final, là, people don't care. Tu sais, il y a des millionnaires malheureux, là. Puis il y a des pauvres heureux. Puis ça, c'est vrai, là. Oui, dans l'entrepreneuriat, souvent, les gens ils pensent que c'est un one-man show. Mais tu sais, oui, toi, tu shines, puis tu sais, moi, je shine en toute modestie, là, tu sais. Mais il y a du monde en arrière, là. S'il n'y a pas de monde en arrière qui nous font des passes, on n'est pas capable de la mettre dedans. Puis c'est l'augmentation de la valeur. À partir du moment que tu continues de donner de la valeur aux gens, parce que c'est quand même ça, la beauté des médias sociaux, puis la fonction première, c'est de donner de la valeur. Ouais. Ben, tant que tu vas faire ça, tu vas avoir une audience, puis tu vas avoir des gens. Moi, dans la vie, j'ai toujours trouvé, soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. OK? Ça, c'est quelque chose que les gens ils ont beaucoup de difficultés à se mettre en place parce que c'est beaucoup plus facile de trouver des problèmes que de trouver des solutions. Effectivement. Okay? Combien de personnes qui vont, avant d'aller dans une date, vont prendre une petite bière, 2 petites bières pour se déjeuner. Ils vont être dans un 5 à 7. Ils disent « Ah, ça va me prendre un petit verre de vin pour pouvoir me déjeuner. » Je veux dire, il y a beaucoup de... Mais si tu prends ça comme ça pour gérer ton anxiété et ton stress, tu t'auto-médicamentes à l'alcool. Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast, je suis votre host. Vous avez déjà Ray Antonio. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit comme, hey, ton nom d'Instagram ne matche pas ton Facebook. Reynaldo Mendoza, pour ceux qui demandent. Il fallait que je clarifie. Mais pour un autre épisode, on a eu une petite pause. On était dans le grind et aujourd'hui, on va parler solidement de grind, de plein de choses. Déjà là, il y a comme une affinité qui est en train de se bâtir dans le black box. Mon prochain invité, entrepreneur multidisciplinaire, tu sais, puis après, il y a un bullet point qui vient avec ça. Donc, il est auteur, il est formateur, il est coach, il est conférencier. Donc, vous voyez, il y a des bullet points qui suivent, puis je pense que c'est une belle trajectoire aussi à s'inspirer. Donc, je vous présente mon prochain invité, Marco Bérubé. Bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Je suis vraiment content. Ça fait plaisir. Pareillement. Ouais, ça fait. Je suis un fan, je suis un groupie. Je suis ton podcast et tout, puis je suis comme. Yeah, quand tu m'as demandé si je voulais venir, j'étais vraiment heureux. Ben, tu sais quoi, shout-out à Alex Kinol. Ça, c'est vraiment notre intermédiaire entre ces connexions-là. Donc, je t'ai découvert officiellement la première fois que je t'ai vu, c'était à l'événement de Geek, les leaders de demain. Ouais. Tu étais un des conférenciers de parler un sujet qu'on va aborder même tantôt. Mais aussi, tu sais, j'ai vu comment tu présentes, comment il parle bien, tu sais, il communique super bien. Fait que ça, quelque chose que j'ai retenu quand je t'ai vu. Après ça, je suis comme, tu sais, Kenal, il est venu, il nous a parlé. Il dit comme, hey, va. Tu devrais interviewer Marco Bérubé. Je suis allé voir, je suis comme, OK, je vois quelque chose. Puis là, dernièrement, j'ai vu, genre, la pub, justement. Je suis comme, hey, bête. Je suis partout. Si t'attends un signe, le voilà. J'adore ça. Fait que. Non, moi, j'adore les on en parlait en pré-entrevue, j'adore les podcasts. Là. Je trouve qu'on est tellement capable d'aller dans des sujets qui sont cool, qui sont plus profonds, qui sont plus que juste des stories de 30 secondes. T'sais. Ouais, non, ça rentre en profondeur, puis c'est des découvertes aussi. Moi, j'y pense souvent, je suis comme, c'est quoi ce machine-là qu'on a accès, dans lequel, c'est comme ça devient un certain privilège de pouvoir avoir des conversations avec certaines personnes juste parce que vous partagez quelque chose en commun. Puis ça peut être justement cette position-là d'être un créateur, sinon d'avoir quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui fait partie d'une niche, par exemple, que le podcast peut réunir, mais quand tu retires le podcast vraiment de l'équation, c'est comme, il n'y a rien qui vient t'approcher à cette personne-là, à moins que tu aies un pure grinder. Oui, on va dire que c'est une belle excuse. C'est une belle excuse de mettre des gens en contact puis de créer des belles connexions humaines et tout. Puis moi, j'ai mon podcast, la Technique Moneyball, que je rencontre des entrepreneurs puis on parle beaucoup de médias sociaux, marketing numérique. Mon show de radio, là, on parle plus de numérique plus général, là, au FM 103.3. Fait qu'on va couvrir plein de sujets. Je m'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Là, moi, j'aime ça. J'aime ça éduquer, j'aime ça vulgariser les médias sociaux, démocratiser les médias sociaux. Fait que des belles connexions, des belles rencontres. Alex, tu parles d'Alex Kenol, je l'ai rencontré dans le cadre d'une formation. Ça,
Ça, c'est un bel apprentissage de la vie que j'ai fait, là. Je l'ai rencontré dans une formation pour SAGE, donc qui soutient à l'aide aux jeunes entrepreneurs. Je pense que c'est ça. J'ai un lien en commun avec le SAGE, puis Kenol aussi ici avec le Black Box. Bon, c'est une bonne personne. Fait que tu sais, je fais cette formation-là. Je donne cette formation-là. Je rencontre Alex. On se parle. Après ça, on fait un autre événement ensemble. Après ça, on organise Leader de demain ensemble. Après ça, bing, bang, bang. Puis aujourd'hui, ben, je suis ici. Fait que tu you never know. Regarde, la vie, c'est... Je vais répéter, j'adore répéter ça. Puis toi, tu vas comprendre, je l'ai déjà vu. C'est des expériences, c'est des relations. Ça, c'est ce qui se passe en 2024. Comme on le fait ici actuellement au Black Box. Il y a aussi podcast. Et en parlant de relations, bâtir des expériences, tu sais... j'ai réussi à bâtir aussi des partenariats, comme vous pouvez voir ici qu'on a. Oui. On a fièrement Shop Santé, il y a Salvatore, on a les boys chez Rosemont, on a Alex Rohan, un courtier hypothécaire, on a Prestige, on a iReligion. Puis tout ça, c'est des relations. Ce que je suis venu vraiment à comment même scaler ou faire convertir vraiment cette création de contenu-là en quelque chose qui peut quand même subvenir à tes besoins financiers. Ah oui. Tu crées des relations, puis j'ai créé des relations avec tout plein genre de marques vraiment qui supportent ma vision, qui supportent qui aussi j'ai encouragé. Et puis une chose que j'encourage fortement, c'est la santé. Fait que c'est pour ça que je suis allé chercher, je suis allé chercher cette collaboration avec Shop Santé. Super nice. Puis de ce fait, es-tu une personne fitness qui se préoccupe beaucoup de sa santé? Je te dirais en 2 points. Je suis pas une personne fitness. Je suis pas un gars qui va au gym et tout ça. Je suis un gars qui est... Moi, j'ai 42 ans. Hein? Fait que j'habite en banlieue. Fait que moi, je suis un gars de randonnée. J'adore aller à la montagne et tout. Fait que c'est vraiment mon échappatoire et tout. Puis ce que je réalise énormément, c'est que, tu sais, puis on le voit beaucoup dans le grind, dans le hustle et tout ça, ton corps, tu sais, tu penses que tu as une business, mais ta vraie business, là, c'est ton corps. C'est ton corps puis ton esprit. Fait que quand je vois des entrepreneurs qui se couchent tard, qui consomment trop d'alcool, qui mangent mal, je suis comme, OK, mais t'as bien beau avoir le plus beau projet d'entreprise au monde. Si le corps ne suit pas, oublie ça, là. Puis là, je dis ça, je ne suis pas le parfait. Je suis vraiment meilleur que j'étais, parce qu'il y a toujours place à amélioration. Mais puis tu le vois, tu sais, à partir du moment que tu as un corps qui est en santé, puis que tu as un corps qui est hype, ben, tu produis tellement plus, puis tu es tellement plus efficace, là. Définitivement. Puis, regarde, c'est pour ça que, tu sais, moi, je veux promouvoir puis continuer la longévité, le bien-être, la santé. Tu sais, être clean dans son corps, j'adore être clean, être très fitness. On a-tu le droit d'écouter? Of course. OK. T'aimes-tu le chocolat noir? Ouais. T'aimes-tu la noix de coco? Je commence. Tu connais les Bounty? On a tout grandi au Bounty au Dollarama. T'aimes ça? Ouais. Mais je pense que ça, c'est une alternative avec du zéro sucre. On essaye ça. On essaye ça, on fait un tasting, un review. Yeah. Un review Moi, live. j'adore les Bounty. C'est quelque chose que ma mère, elle adorait. Fait moi, ma blonde adore les Bounty. Fait que, de toute évidence, c'est sûr, je t'envole avant la fin du show. Puis... Oui, on va faire ça. Tu veux essayer? Oh, shit. Moment awkward que... Hey, il y a mes soeurs. Hey, ma soeur. Il y a mes soeurs, ouais. Ça marche-tu? Ouais, parfait. Oh oui. C'est moelleux. C'est moelleux. C'est vraiment bon. J'adore ces petites... je commence à découvrir une coupe genre de vraiment de snack food comme ça que tu peux construire un petit cheat, mais déjà, juste le fait zéro sucre, là, ça aide beaucoup à... Juste le sucre tout seul. Ouais. Il y a un certain impact. Définitivement. Bon, on est ici pour voir vraiment, regarde, j'ai un show quand même assez intéressant avec toi, mais je voudrais apprendre à te connaître un peu, que aussi les personnes vraiment de l'audience, apprendre à te connaître pareillement, voir qui tu es derrière qui tu es. Puis moi, qu'est-ce qui me fascine le plus, comme je t'ai dit, backstage, quelque chose qui est nice de ce podcast-là, que j'ai réussi à orienter vraiment des personnes que je trouve qui ont un hustle mindset. Puis des true hustlers, je trouve que on a toute une chose en commun. Mm-hmm. C'est que selon moi, je trouve que avoir passé par des adversités
créer des personnes qui deviennent beaucoup plus résilientes, tous selon vraiment le niveau d'expérience, de choses que tu vis, mais que tu dois passer en mode solution. Fait que ça, c'est l'adversité. Comment toi, tu la gères? Ma plus grande curiosité, toi, quand tu étais jeune ou adolescent, quelle était ta plus grosse adversité qu'il a fallu que tu affrontes, qui t'a vraiment transformé, là? Oh, damn. Ma plus grande adversité... Moi c'est une bonne question. Puis je vais être bien, bien honnête avec toi. C'est une grande adversité que j'ai eue longtemps, là. Longtemps, là. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu plaire. Oh! Tu sais, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de blonde, de pas... Tu sais, j'avais des amis, j'avais des blondes et tout ça, mais de toujours agir en fonction de ne pas déplaire aux autres. Fait que là, tu deviens une sorte de caméléon, tu te dénatures parce que tu as tellement peur d'être seul. De le rejet. Ouais, de vivre le rejet. Fait que finalement... Genre yes man? Ouais, ben yes man, ou tu sais, ou... Juste plaire, là, en tout. Ouais, juste plaire. Puis tu sais, c'est vraiment... La ligne est très mince parce que moi, je suis un gars qui est... Moi, je suis un bon vivant, puis je suis un gars qui est très conciliant. Tu sais, de dire, qu'est-ce que tu veux faire en fin de semaine, Marco? C'est comme, I don't care, man. Tu veux qu'on aille à la montagne, on va à la montagne. Tu veux aller au cinéma, on va aller au cinéma. Tu sais, je m'émerveille de tout, puis j'ai du plaisir dans tout. Mais la ligne est mince entre tu fais ça, puis tu fais des choses qui ne te correspondent pas. Ouais. Fait que très longtemps, je me suis tout simplement dénaturé, puis pour la peur de déplaire, jusqu'au stade où tu arrives, puis tu fais comme, tu sais, qui est un peu la phrase quétaine de dire, tu sais, tu as deux vies, là. Tu as la première vie, puis tu as la deuxième qui commence la journée que tu réalises que tu en as juste une. Ben, c'est un peu... Tu sais, j'ai eu cette révélation-là il y a quelques années. Là. Ça fait pas si longtemps que ça là, que j'ai fait « OK, garde, au final, là, people don't care. » C'est un fact. J'avais vu une vidéo sur Instagram qui m'avait frappé. C'était une fille d'une 40aine d'années qui disait « Le plus gros conseil que j'ai eu, c'est que j'ai réalisé que si elle pouvait parler à elle quand elle avait 20 ans, c'est « T'es pas le personnage principal de l'histoire de tout le monde. OK? Puis ça, c'est quelque chose. Les médias sociaux nuisent énormément à ça aussi parce que tu as le sentiment que tout ce que tu fais est scruté à la loupe puis que tout le monde te juge puis tout le kit. Mais au final, là, people don't care. People don't care. T'sais? Oui, ils te voient sur les médias sociaux, ils te croisent et tout ça, mais ils ont leurs problèmes, ils ont leur vie, ils ont leurs défis, ils ont leur, tu l'as dit, ils ont leur adversité à gérer, puis ils n'en ont rien à foutre de toi. Là. Fait que vis ta vie dans le respect de toi-même, puis... Je vais en rajouter une par-dessus ça. Dernièrement, on a tourné une couple de balados, puis il y en a un qui était vraiment orienté vers deux, justement. Un qui était beaucoup sur les personnes handicapées, mais sur le climat. Puis l'autre, c'était orienté vers l'immigration, pour les nouveaux arrivants ici, l'adaptation, comment tout est fait. Puis, pendant que je les enregistre, j'écoute, puis je suis comme, tu sais quoi, tout le monde a un problème. Fait que peu importe à quel point, genre, ça a l'air d'une certaine merveille ce que tu vois derrière un écran, mais tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Tout le monde a quelque chose. Fait que, comme tu dis, tu sais, t'es pas le centre de l'attention. Non. Puis à partir du moment que tu le réalises, ben là, tu vas te poser les questions de dire, OK, mais qu'est-ce que toi, tu veux? Puis moi, ça a été un duel. Ça a été une dualité incroyable. Là. Tu sais, j'étais arrivé à fin trentaine, puis c'est comme, OK, qui je suis, man? Moi, je suis un entrepreneur, oui, mais tu sais, c'est ma business qui me drive. Je suis un chum, OK. Je suis un père, OK. Mais si tu enlèves ces trois éléments-là, là, qui sont 95 % de ma vie, là, on s'entend, là, 5 % qui reste que j'ai pas assez, là, mais je suis qui? Je fais quoi? Comment je peux me définir en tant qu'être humain? Tu sais, demain, moi, j'arrive, puis j'ai plus de blonde, j'ai plus d'enfants, puis j'ai mon compte de banque est plein. Là. Je suis comme, OK, je fais quoi? Ben, probablement que je pars une autre business pour pouvoir m'occuper, tu sais. Mais tu sais, de définir, d'être capable de dire, j'aurais 2 semaines, 3 semaines de vacances tout seul, puis de dire, j'aurais tellement d'activités à faire parce que j'ai plein de passions. Non. Parce que j'ai commencé le processus trop tard. Il n'est pas trop tard, mais je l'ai commencé trop tard. Durant cette période, est-ce que tu sentais que tu étais un personnage, que tu devais... 100%. Oh, oui. Quel personnage que tu te voyais, genre, assimilé dans cette image-là? T'sais, admettons, si t'aurais un... Parce que ça, on dirait que ça va devenir, genre, vraiment la convergence des personnes qui bâtissent des avatars. Ben ça, moi, dans ma tête, je ressemble à ça. Ben,
Tu sais, j'étais un personnage basé sur le fait que j'étais pas un personnage, j'étais des personnages. Oh, je sais pas. Tu sais, parce On appelle que... ça genre le syndrome. Ouais, non, mais tu sais, de dire, avec mes employés, j'étais une personne, avec ma blonde, je suis une personne, Ok. avec mes Ok, enfants, je je suis vois une le genre. personne. Tu sais, puis là, maintenant, je suis moi. Moi Hmm. partout. Puis ce qui arrive, c'est que tu réalises avec le temps de dire, ben, tu sais, sais-tu quoi? Tu sais, si tu n'es pas à l'aise avec qui je suis, Les ben, personnes autour de toi va-t'en. ne seront Tu pas. sais, c'est ça, that's it. Il n'y a pas de mal à ça parce que tu réalises avec le temps, là. Tu sais, mettons, je pense à quand j'avais 19, 20, 21, 22 ans, OK? J'ai réfléchi aux sacrifices et aux décisions que j'ai prises pour des gens de cette époque-là qui sont plus dans ma vie depuis 20 ans, là. Tu comprends? Mhm. Puis de dire, OK, mais pourquoi j'ai fait ces sacrifices-là pour des gens qui, 20 ans plus tard, sont même plus là? Si je m'étais bien connu, puis on s'entend, à 19-20 ans, tu as besoin de faire ces expériences-là. Mais de me connaître aujourd'hui comme je me connais, mais il y aurait des décisions que je n'aurais pas prises là parce que je dis, anyway, là, they won't be there. Ils ne seront pas là dans 10 ans. Tu sais? Fait que Non. ça change un peu ta perception de la chose. Puis ça change aussi ta relation avec les gens, puis ça change beaucoup aussi ta relation avec les médias sociaux. Ah, ça, c'est devenu vraiment une nouvelle. Des nouvelles études de cas vraiment à analyser. Puis je pense qu'on commence à détecter vraiment les impacts Mhm. des médias sociaux. Puis moi, j'ai deux petites filles. Fait que, comme, qu'est-ce que ça va être quoi vraiment qui s'en venait? Parce que moi, je trouve qu'est-ce que moi j'ai accès en ce moment, ça va être un autre niveau de qu'est-ce qu'elle est, genre, elle n'a pas connu encore. Là. Ben non, Puis ben qu'est-ce qu'on nous autres, on ne connaît pas. Fait que, on commence à voir c'est quoi les répercussions de, admettons, le comportement, de passer trop de temps devant l'écran. Même la nouvelle génération, comment elle est beaucoup moins sociable qu'avant parce que c'est tout le temps genre orienté vers son appareil, son cellulaire quand tu vas être dans un groupe. ouais. Beaucoup moins de Ouais. socialisation. Il y a beaucoup moins de socialisation, beaucoup plus d'anxiété, tu sais, d'arriver. Tu sais, Immensément. nous autres, back in the days, là, je veux dire, tu finissais l'école, tu arrivais chez vous, puis tu arrivais vendredi, puis je vais revoir le reste de la société lundi quand je vais retourner à l'école. Mais là, quand il y a du bullying, puis qu'il y a de l'intimidation, puis tout le kit, ça dure non-stop tout le temps. Il peut arriver des situations où est-ce que tu te fais filmer, c'est diffusé sur les médias sociaux et tout. La seule chose qui arrive, c'est que nous, en tant que parents, on a une mission d'éducation. C'est vraiment ça la job qu'on a à faire. On ne peut pas faire de la répression. Moi, les gens qui interdisent à leurs enfants d'être sur les médias sociaux, puis qui interdisent aux enfants d'avoir un téléphone et tout, je suis comme... Je suis du même avis. Hein? Je suis du même avis. Ben, tu sais, c'est comme dans le temps quand mon père, il m'interdisait de boire. Il disait, t'es trop jeune pour boire de l'alcool, tout le kit. Ah ouais, tu penses que ça va m'arrêter? Hold my beer. Tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, tu sais, je le faisais en cachette, tu sais, puis fait que je le faisais pareil. Moi, j'aime mieux outiller, guider, conseiller. Puis après ça, ben, ils feront les apprentissages qu'ils ont à faire avec ça. On s'entend, là. Je veux dire, je ne donnerais pas un compte TikTok à un enfant de 8 ans, là, mais à partir qu'ils sont à l'âge qu'ils peuvent gérer ça puis que tu as de moins en moins de contrôle, ben, tu es aussi bien d'encadrer plutôt que de réprimer. Là. Mais tu vois, puis ça, c'est qu'est-ce que ma façon de voir aussi face à, admettons, genre, les façons que, tu sais, vraiment, que les interdictions, les restrictions qu'il va y avoir sur certaines choses sociales. Tu sais, quand on voit le système qui dit que vous n'avez pas le droit de faire ça, on va prendre genre la pandémie par exemple, juste un exemple. Ouais. Il y a eu tellement de restrictions. Mais qu'est-ce que vous ne réalisez pas? Puis c'est bizarre parce que l'être humain va toujours trouver une façon. Tout le temps. Puis si plus tu le restreins, plus il va le vouloir. Ouais, mais je pense que, tu sais, justement, où est-ce qu'on est, plus on peut être éduqué sur comment faire comment gérer certaines choses. Mm-hmm. Il va déjà avoir une amélioration de peut-être tout plein de genre enjeux sociaux qu'on est en train de vivre. Oui, mais tu sais, on le voit beaucoup dans le cas de la sécurité routière. Tu sais, la sécurité routière, tu as l'étiquette, mais l'étiquette ont beaucoup moins d'impact que la prévention. Tu sais, mettons, la nouvelle génération, là, les jeunes, là, tu sais, le drunk driving, il y en a beaucoup moins. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais la génération de nos parents qui buvaient avec une bière entre les deux jambes et tout ça, je veux dire, il y a eu une éducation qui a été faite, qui a sensibilisé les gens au fait que quand tu bois, tu ne conduis pas. Puis la nouvelle génération est beaucoup plus sensible à ça que nous. Mais il faut qu'il y ait... Ça prend une génération, en fond, pour corriger un comportement social. Là. C'est 100%. Puis c'est là que je trouve que nos enfants, parce que j'ai 2 enfants moi aussi, c'est ça que je trouve difficile parce que j'ai le sentiment que c'est cette génération-là
qui est le tampon entre la bonne utilisation des médias sociaux puis du marketing numérique. Eux autres sont comme, ils vivent là-dedans non-stop. Et là, on va voir avec eux autres, ça va être quoi les conséquences. Puis après ça, on va commencer à faire de la prévention. Puis ça, il y a une chose. Puis l'autre chose aussi que je veux dire, que je trouve super intéressant, parce que j'ai déjà fait des études de cas là-dessus, puis j'ai donné des conférences dans les écoles. Puis les gens sont vraiment hypocrites. Hein. Juste que je sois bien transparent avec toi, les gens sont vraiment hypocrites. Parce que moi, je vois des parents qui disent mon fils, ma fille sont toujours sur leur téléphone, toujours sur les médias sociaux, puis tout le kit. OK. Et toi, les adultes sont vraiment très, très, très dépendants de leur téléphone. Ils ont des courriels, ils ont tout le temps des courriels, ils ont des messages, ils ont ci, ils ont ça. Moi, j'avais une discussion avec mon gars il y a quelques années, je pense que ça fait 3 ans. Mon gars avait 14 ans à l'époque. Puis j'étais tout le temps sur mon téléphone, OK? Et là, il me dit, puis là, je dis, lâche ton téléphone. Puis il me dit, toi, t'es tout le temps sur ton téléphone. Tu sais, belle discussion d'ado. Tu vois la réciprocité, là, genre, tu dois montrer. Puis là, je lui dis, non, mais je lui dis, la journée que ton téléphone, là, il va te faire gagner de l'argent parce que c'est mon gagne-pain, mais tu pourras l'utiliser comme tu veux. Ça a été mon premier message, genre orgueilleux et tout. OK? Après ça, j'ai réfléchi, puis j'ai dit, hey, c'est quoi, je vais mettre mon téléphone de côté. Puis là, quand mon gars, je disais, hey, lâche ton téléphone. Il peut pas me dire que. Fait que c'est comme. Fait que là, je suis comme, non, mais regarde, moi, mon téléphone, là, c'est ce qui permet de payer la maison et tout, et je suis capable de le mettre de côté. Fait que pourquoi toi, tu pourrais pas? Tu sais, fait qu'on est dans l'éducation beaucoup plus que la répression. Mais les adultes, tu sais, aujourd'hui, tu as Apple Watch, iPhone, iPad. On est laptop, connecté. On est connecté non-stop. Là, puis, tu sais, ces nouvelles adaptations. Je voudrais savoir, tu sais, ton flair entrepreneurial, ta business, ton hustle, tu sais, c'est quand qu'il a commencé dans toute cette histoire-là? 14 ans. 14 ans? Ouais, 14 ans. 14-15 ans. Moi, j'étais un gros fan de Dungeons & Dragons, Donjons Dragons. Puis, j'étais un geek à l'époque, ouais. Puis, 14-15 ans, on jouait à Donjons Dragons, j'aimais pas les règlements. Je trouvais que les règlements n'étaient pas réalistes. Fait que j'ai écrit mon propre jeu de rôle. OK. Fait que j'ai écrit un livre de comme 300 pages avec tous mes règlements que j'avais faits et tout. Fait que ça a été mon premier projet entrepreneurial. Je l'envoyais à des maisons d'édition. J'ai eu une maison d'édition qui m'a répondu. Il me donnait 500$ pour mon manuscrit, pour les droits. J'ai refusé. J'ai dit, hey, ça m'a pris des heures et des heures. No way que je vais vendre ça 500$. J'ai eu aucune autre offre. Fait que ça a été ma première expérience, c'est de dire la valeur de ton produit et la valeur que le marché va lui donner. Puis dans ce cas-là, c'était 500$ pour une maison d'édition that's it. Mais je l'ai encore aujourd'hui. Je voulais le vendre. Ouais, tu dois avoir une copie. Ouais. Tu l'as vendu, mais... Non, je ne l'ai pas vendu. Pas vendu. Non, je ne l'ai pas vendu. Parce que je trouvais que pour 500$, je ne donnais pas mes droits. J'avais trop fait d'efforts là-dessus. Puis un jour, je voulais le vendre dans une vente de garage. Je voulais faire une vente de garage, vendre mes choses. Mon père n'a jamais voulu. Il a dit, tu ne vends pas ça. Tu gardes ça. Puis il est à la maison, il est là, tout ça. Fait 14 ans, 16, 17, 18, j'ai parti une ligue de hockey-ball dans ma région. 19-20 ans, j'ai travaillé, j'ai vendu du linge de danseuse dans des discothèques, dans des clubs. OK, nice. J'arrivais avec mon rack. Life, hein? Ouais, j'arrivais avec mon rack aussi, puis j'avais mon linge de danseuse et tout. C'était hallucinant. Je repense à ça aujourd'hui, je suis comme wow. L'accessoire et marchandises. Ouais, fait que j'ai fait ça. Après ça, j'ai commencé à travailler. Après ça, j'ai parti 2006. J'ai parti une firme de consultation en commerce international. Fait que j'aidais les entreprises à exporter. J'ai fait ça de 2006 à 2014. Puis 2015, j'ai parti mon agence Mobux là, depuis. Fait que, tu sais, ça a été des projets. Fait que c'est ça qu'on disait. Je compte pas les premiers apprentissages, là, mais tu sais, je suis rendu à ma 18e année d'entrepreneuriat à temps plein. Là. Fait que en 18 ans, tu n'as réclamé aucun autre chèque, genre, tu n'as pas été salarié à rien. Non. C'est intéressant, puis regarde, comme je te C'est drôle parce que de la façon que tu l'as dit, c'est comme venu me chercher. Je suis comme, non, man. C'est depuis 18 ans, les revenus qui rentrent dans ma poche, ben c'est les revenus que j'ai bâtis. Quelle a été ta plus grosse victoire dans ces 18 ans-là? Ma plus grosse victoire, ben c'est drôle parce que ma plus grosse victoire, c'est pas une victoire. Tu sais, tantôt, on va parler de Moneyball. Là. C'est une accumulation de plein de victoires. J'ai 42 ans, je suis à mon compte, je vis la vie que je veux mener. J'ai des super beaux enfants, j'ai une super blonde, je contrôle mon horaire. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais tu sais, on voit souvent sur Instagram le choose your hard. C'est ça pareil. Là. Je veux dire, travailler, être à ton compte, puis de ne pas savoir
Tu sais, on va-tu faire des revenus, on va-tu pas faire des revenus? Est-ce qu'il va falloir que je congédie des employés? Est-ce que, tu sais, tout ça, c'est tough. Mais je peux te dire d'un autre côté que travailler du lundi au vendredi de 8 à 5 dans une shop pour les 30 prochaines années, c'est tough aussi. C'est très tough. Fait que tu choisis. Fait que moi, c'est l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, je suis ici aujourd'hui, je suis en train de jaser avec toi, j'ai écrit un livre, j'anime un show de radio, j'ai fait des voyages dans le monde pour le travail. Je veux dire, living the life. Là. Puis on dirait que c'est juste ça, tu sais, que tu me disais, genre, t'es 42 ans. Je le dis ouvertement à tout le monde, si vous voulez le savoir, mais parce qu'on dirait que c'est juste la demi de la vie. Tu sais, si on calcule l'âge moyen, tu sais, vraiment, si tout termine comme il faut, c'est à peu près dans la 80. 80, ouais. Fait que là, t'es à 50%, là, fait que... Ben, tu sais, c'est à 50%, mais c'est relatif encore. Là. Ouais. Je veux dire, mes premiers 20 ans, c'est des expériences, je vis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je suis rendu... Tu sais, je suis rendu... On doit upgrade à chaque corps. Ouais. Chaque corps, il faut un nouveau upgrade. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est... J'avais vu une comparaison là-dessus qui m'avait vraiment frappé. Tu dis 80 ans, OK? Si tu vis 80 ans puis que tu sépares ta vie en pourcentage sur 100 9 mois, c'est 1 de ta vie. OK? 1 il me semble, c'est encore plus. 9 mois sur 9 mois. De 80, c'est Ben parce qu'en réalité, tu vas vivre 80 ans fois 12 mois, c'est 960 mois. Fait que 9,6 mois, c'est 1 de ta vie. OK? OK. Fait que moi, je pense beaucoup en termes d'1 de dire, OK, 1 qu'est-ce que j'ai fait dans mon pourcent? Tu sais, dans 9 mois, là, on commence en janvier, jusqu'en septembre. C'est 1 de ma vie. Là. Puis il ne reviendra jamais. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 9 mois-là? Moi, j'aime mieux regarder en termes de pourcentage de vie que de checker en année. Tu sais, de dire, cette année, dans les 12 derniers mois. Tu sais quoi? Je te partage une anecdote de pourcentage. Là, j'ai viré électrique. J'ai une voiture électrique. OK. Petite anecdote. Puis ça fait genre un mois et demi, whatever. Mais maintenant, je ne calcule plus la voiture, mes distances basées sur le kilométrage. Je le bâtis basé sur le pourcentage de batterie. Ouais. Fait que chaque trajet, combien de pourcents ça me coûte pour me rendre là? Fait que si je m'en vais là, OK, dois-je faire un relais? Je dois le projet. Tu sais, ma vision de comment la gestion... 24 ça me prend Exactement. 24 me rendre. Tu calcules, on dirait que j'ai commencé à calculer justement en pourcentage, comme OK, ça me prend genre mon aller-retour maison au studio, par exemple, ça me prend à peu près. J'ai découvert un nouveau chemin. Au lieu de 20 je le fais en 14 Ouais. Fait que si on prend vraiment ce parallèle-là de calculer sa vie en pourcentage, exactement, combien de pourcentage de ta vie, de cette vraiment 100 %-là, vas-tu dédier pour te rendre, mettons, à plan B? Ouais, mais tu sais, Point B, tu sais. Mais il y a ça, puis ça, c'est en prenant en considération que tu vis jusqu'à 80. Là. Moi, mon père est mort à 63. Là. Fait qu'il a perdu 17 années. 17 années, tu sais, il a perdu un 20 dans l'histoire. Là, tu sais. Mais ça se peut que ce soit en moyenne aussi, tu sais. Ouais. Normalement, quelqu'un qui est en forme au Canada, bien évidemment, qui est en santé et tout ça, l'espérance de vie, c'est environ 80 ans. Quelqu'un qui magasine chez Shop Santé. Là. Ouais, c'est ça. qui mange des noix de coco, chocolat noir, sans sucre, c'est 80 ans assuré. Ouais, fait que moi, je suis rendu à un stade de ma vie où est-ce que je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Parce que ça, c'est deux choses. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui vont savoir ce qu'ils valent toute leur vie, mais ils ne vont pas savoir ce qu'ils veulent. OK, question. C'est quoi ton prix? C'est quoi mon prix? Ouais, tout le monde a un prix. Non. Non, tout le monde a un prix. Non, mais tout le monde, tu sais, regarde, tu poses la question, mais je vais te la répondre différemment, OK? Vas-y. Quelqu'un arrive demain, puis il me dit, j'ai un contrat pour toi, 1 million de dollars. Est-ce que c'est ça ton prix? Non. Il me manque des paramètres. Sachant que... Tu comprends? Tu vois, les paramètres, c'est une base. C'est là que c'est en question, parce que moi aussi, peut-être le $1 million, je pourrais dire, ça pourrait être mon prix live. Ouais. C'est quoi les paramètres? Mais tu sais, de dire, c'est 1 million de dollars, ce que ça implique, c'est que tu vas travailler 80 heures par semaine pour les 3 prochaines années. Puis là, tu es comme, OK, 3 prochaines années, je travaille 80 heures semaine, mais là, ça veut dire que mes kids, pour les 3 prochaines années, je les verrai pas tant, là. 80 heures, on dirait que je fais ça en ce moment. Ouais, mais tu sais, je donnais l'exemple, mais mettons, tu dis 7 jours sur 7. Encore le paramètre de c'est quoi que je dois faire pendant ces 80 heures-là. Est-ce que je contrôle aussi mon 80 heures? Ouais, mais c'est ça. C'est de dire, on t'envoie dans une mine, là. Puis tu vas casser de la roche pendant. Tu sais? Fait que, mais tu vois, mais regarde, question. tu te rajoutes des paramètres, mais tu réfléchis différemment.
Fait que, Est-ce que tu quitterais ta famille pour 1 million de dollars pendant 3 ans? Non. Est-ce que tu es prêt à sacrifier 3 ans de ta vie pour 1 million de dollars? Non. Tu vas pas pas sacrifier ta vie, mais tu sais, pas voir ta famille. Non. Pour ceux qui ont déjà une famille qui a déjà genre vraiment ça, cette structure, cette fondation. Aucune hésitation. Tu sais, je veux dire, mon gars, là, mon Pour plus vieux... 10. Je pense pas qu'il y a un chiffre là-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Un des apprentissages, tu sais, je te le disais, mon père est mort à 63 ans. OK? Puis mon père, quand il est mort du cancer. Puis ce qu'il me dit, il y avait 2 choses que mon père me disait tout le temps. La première affaire, il me disait, j'ai hâte à 67 ans, je vais pouvoir prendre ma retraite, profiter de la vie. Ah, ça, c'est plate. OK? 63. Ouais. OK? Puis la deuxième chose, mon père, j'étais un peu comme lui, là. Il était caméléon, il voulait plaire à tout le monde, tout le kit. Puis vers la fin de sa vie, donc dans les 5-6 dernières années, il a rencontré une femme, Ginette, une femme exceptionnelle. Il est en amour par-dessus la tête et j'ai vu mon père renaître. Mon père est devenu... mon père que j'ai connu, je ne le reconnaissais plus. Mon père était enjoué, il était de bonne humeur avec sa nouvelle blonde. Là, et il était lui-même, ce que j'avais jamais vu en 56 ans. Oh. Puis quand il est tombé malade, il m'a dit, je trouve ça plate de mourir parce que c'est la première fois de ma vie que je peux te dire que je suis heureux. Je suis comme, damn. Et ça a été un super de bel apprentissage parce que moi, j'ai dit, OK, non. Moi, je ne vais pas attendre là, le bonheur. Parce que là, dans le deal que tu me dis, c'est de dire, tu vas travailler comme un cave pendant 3 ans, OK, pour faire 10 millions parce que dans 3 ans, tu vas avoir 10 millions, tu vas être heureux. T'sais, c'est un peu ça le raccourci parce que je vais me faire chier pendant 3 ans. Mais pendant 3 ans, je ne verrai pas ma blonde, je ne verrai pas mes enfants. Après ça, je vais devoir rebâtir une relation avec eux. Est-ce qu'il va être arrivé un drame? Est-ce que ma mère a 70 ans? T'sais? Est-ce que ma mère va être encore là dans 3 ans? I don't know. Est-ce que je suis prête à faire ce sacrifice-là? Parce que ça, c'est l'autre affaire. Tantôt, on a dit, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Puis la question, c'est, est-ce que je veux 10 millions de dollars? Là, ça paraît weird de même, ouais. Parce que là, t'es comme, qui veut pas 10 millions de dollars? On va rajouter une variable de plus. Ouais, OK, j'aime ça. Le 3 ans, dans le fond, tu s'en vas dans une genre de mission humanitaire. Oui, tu t'en vas pas faire des mines. Tu t'en vas plutôt vraiment dans quelque chose qui va changer genre beaucoup de vies. Genre beaucoup. Genre. Je le là, fais pas. Il va avoir vraiment un impact. Ouais, je sais. Mais j'ai... Tu sais, j'aurais tendance à dire, je le ferais si la famille est into it. Tu sais, de dire, on part pendant 3 ans, les 4, puis on s'en va, tu sais, puis on va le faire. Ça, j'aurais... Mais... Ça, c'est une décision facile quand même. Ouais, mais tu sais, je veux dire... La réflexion, moi, je propose ça à ma femme. Elle dit oui. Les valises sont déjà faites, là. Ouais, elle dit oui, là. Non, mais c'est ça. Fait que moi le temps de qualité que j'ai avec mes kids, parce que mes enfants sont plus vieux, là. Tu sais, mes enfants, ils ont 13 ans, ils ont 17 ans, là. Okay. Tu sais, on arrive à la fin. C'est vraiment une tranche très... Tu veux pas provoquer, genre... Tu sais, je veux dire, à 17 ans, je pars, je reviens, mon gars, il a 20, c'est fini, là. Il n'est plus à la maison, il fait ses affaires, puis, tu sais, la relation n'est pas la même. Il se fait influencer négativement. Ben, ou positivement. Parce que tu n'étais pas là. Ben, tu sais, c'est ça. Mais je veux dire, j'aurais pas d'empreinte sur sa vie. Mon gars de 13 ans, même chose. Imagine-toi, OK, positivement, si tu peux voir vraiment l'ensemble de vraiment c'est quoi vivre positivement, si tu vois son avenir que, OK, là, ça change complètement sa vie positivement. D'avoir 10 millions? Mais tu sais que toi, t'as quitté pendant cette période-là pour lui. Ouais, mais je pense pas. Avec la relation que j'ai avec mes kids, je pense pas. Je leur dis, je m'en vais. Je dis à mes gars ce soir, je sais que... Ils vont regarder ça et vont dire « Fuck that shit, Pat, tu peux partir. » Mais tu sais, je leur dis « Je pars pendant 3 ans. Vous ne me voyez pas pendant 3 ans, puis je reviens avec 10 millions. » Les kids diraient « Ah oui, 10 millions. » Mais oublie ça. Là. Mes kids, ils ont de la misère à passer une semaine sans moi. Là. Puis moi aussi, d'ailleurs. Non, mais je comprends. Non, je comprends la langue. Puis c'est là que la perception de la vie, elle change. Quand tu vieillis, puis quand tu as des expériences de vie, puis tout ça, c'est de dire... La valeur de l'argent est très relative. Tu sais, il y a des millionnaires malheureux, là. Puis il y a des pauvres heureux. Puis ça, c'est vrai, là. T'sais. Ça, c'est vrai. T'sais. Puis moi, ce que j'ai réalisé, puis je l'ai fait cette année, depuis que je travaille, que je suis à mon compte, à toutes les années, je commence mon année, puis je me dis, c'est quoi mes objectifs cette année? T'sais, c'est quoi mes objectifs? Et mes objectifs étaient toujours des objectifs business. Je veux atteindre 1 million de chiffre d'affaires, je veux 10 employés, je veux donner 20 conférences, je veux écrire un livre, tu sais, tout ça. Ouais. Cette année, je l'ai fait complètement inverse. J'ai pris mon livre, tu sais, je fais du journaling, là, j'ai pris mon livre et j'ai écrit tout ce que je voulais faire personnel. Avec ma blonde, avec mes enfants, moi seul,
avec mes amis. J'ai tout noté ce que je voulais faire. Et là, je me suis dit, ça, c'est mes objectifs de l'année 2024, puis on va mettre de la job autour de ça. Mais tu vois que le mindset est complètement différent. Là. C'est de façon différente. Mais regarde, puis c'est là que je reviens, tu sais, comme le parallèle avec le podcast. Et on est dans un monde où est-ce que tu peux tellement faire des choses, où est-ce que moi, je trouve ça irréel aussi, tu sais, vraiment, mon mode de vie n'est pas normal parce que c'est pas ça qu'ils t'ont enseigné dans les livres, à l'école. Le mode de vie, dans qu'est-ce que je suis sorti de l'université, par exemple, c'était pas ça qu'ils disaient, là. Fait que juste de vivre vraiment que tu vas contre-courant, qu'est-ce que, tu sais, vraiment la grande notion, genre, sociale, elle est. C'est comme, oh ouais, puis ça marche, ce système-là, il marche quand même. T'sais, on le fait, là, comme, regarde, on vit de qu'est-ce qu'on produit. Puis, derrière ça, est-ce que Moneyball, ça a été ton premier livre que tu as écrit? Ouais. Ben, tu sais, j'ai écrit mon livre de Donjon Dragon, là, mais tu sais, c'est un... OK, ouais, mais à part ça... ouais, Moneyball, c'est mon premier. C'est le premier. C'était quoi qui t'a amené à créer Moneyball? Ben... Tu t'es rendu où dans ta vie? Moneyball, je l'ai sorti l'année passée. Ça faisait 3 ans que je l'écrivais. Puis Moneyball, c'est le résumé de mes formations que je donne depuis 2015. OK? Ça, c'est 8 ans. Ça fait 9 ans. Ouais, 9 ans à peu près. Là. C'est que dans le fond, moi, je donne des formations. Je fais du coaching pour les petites entreprises solopreneurs qui veulent gérer leurs médias sociaux par eux-mêmes. Fait que ça, c'est mon core business, c'est ça. Et je raconte toujours l'histoire. Puis 2015, je viens de partir de ma business. J'ai mon laptop, j'ai mon cellulaire, puis je travaille le soir, puis je suis en train d'écouter le film Moneyball avec Brad Pitt. Et c'est l'histoire des Aces d'Oakland, baseball majeur. Ils sont au début des années 2000. Ils ont 30 millions de masse salariale. Ils se battent contre les Dodgers, les Yankees, les Red Sox qui ont 80, 90, 100 millions. Ils ne sont pas capables de rivaliser parce qu'ils n'ont pas le budget. Okay? Et là, ils décident de redéfinir la façon de recruter des joueurs. Puis au lieu d'aller chercher des gars qui tapent des coups de circuit, donc qui vont taper la balle en dehors du stade, ils vont chercher des gars qui vont jusqu'au premier but. Peu importe, que ce soit des simples ou que ce soit des buts sur balle ou whatever. Et tout le temps que tu bouges. C'est des gars réguliers, là, tu sais. Mais ces gars-là ne sont pas spectaculaires, mais ils coûtent vraiment pas cher. Fait qu'à partir de ce moment-là, ils disent, bon, on va en recruter plusieurs. Fait qu'en ayant plusieurs, ben, plusieurs vont aller au premier, deuxième, troisième, puis ils vont faire le tour des buts, puis ça va donner des résultats quand même. Ça ne sera pas spectaculaire, mais ça va donner des résultats quand même. Puis ils ont réussi à avoir une équipe super compétitive. Dans le film, tu vois, ils ont réussi à gagner 20 matchs de suite, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire du baseball majeur. Et dans le film, il y a Billy Beane, qui est le directeur général, il est avec ses recruteurs, puis il dit, savez-vous c'est quoi le problème, les gars? Il dit, le problème, c'est qu'en haut, il y a les équipes riches. Après ça, il y a les équipes pauvres. Il y a 50 pieds de marde, puis il y a nous autres. It's an unfair game. C'est ça qu'il dit dans le film. Et là, ça m'a frappé. J'ai fait, crime, c'est moi. C'est ma business. C'est moi, mon laptop, mon cellulaire. Puis je me bats contre des agences là, qui ont 300 employés, 400 employés. Fait que si j'utilise les mêmes règles qu'eux, je ne serai jamais capable de rivaliser. Puis c'est là que la technique Moneyball a été développée, ou est-ce que je l'ai adaptée aux médias sociaux. Puis c'est là qu'elle s'adresse à travailleurs autonomes, petites entreprises. Puis tu sais, quelqu'un qui passe à business, là, tu sais, je vais te donner le meilleur exemple là, qui est l'exemple le plus facile à comprendre. C'est quelqu'un qui part un restaurant. Sauf un restaurant sur le coin de la rue. Là. Il ne peut pas rivaliser avec des Mikes, puis avec des cages au sport, puis avec des belles et bœufs, tout le kit. Il n'y a pas le budget, il n'y a pas les ressources, il n'y a pas si. Mais comment il va faire? Il va appliquer la technique Moneyball. Il va viser des micro-victoires, des petites actions au rendement. Il va être patient. Puis avec le temps, ça va amener des résultats. Je suis curieux. J'ai tellement vu ce film-là passer devant moi, mais je n'ai jamais écouté. Ah, il faut que tu écoutes ça. Ça me donne envie d'écouter. Puis je comprends. Tu sais, je suis d'accord aussi avec... Je suis d'accord avec cette façon de voir les choses parce que oui, c'est vrai. J'aime mieux être en mouvement et toujours vraiment progresser que vraiment attendre vraiment, OK, c'est quand ça va venir, c'est quand ça va venir. C'est comme jouer au casino, là. Tu gambles, là, puis t'es comme, OK, ça, c'est la bonne, c'est la bonne. Chaque 25 sous, tu mets, ça, c'est la bonne, ça, c'est la bonne. C'est de viser le coup de circuit à toutes les fois. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu vises le simple, ben comme tu dis, t'avances un peu, t'avances un peu, t'avances un peu. Tandis que quand tu vises le coup de circuit, c'est j'avance pas, j'avance pas, j'avance pas, j'avance pas, j'avance pas, je tape un coup de circuit. Mais il y a du monde qui vont essayer, qui avanceront pas toute leur vie, puis ils n'auront juste jamais de coup de circuit. Parce qu'eux autres, ils veulent le coup de circuit. Je veux quelque chose de wow, d'énorme. Ils veulent être reconnu comme le coup de circuit, ouais. Ouais, mais tu sais, je veux dire, oui, mais si ça arrive pas, puis tu as passé à côté. Tandis que si tu fais des simples, tu t'en vas au premier but, deuxième but, troisième but, tu passes au marbre, tu as fait un point. Tu es en avance sur le gars qui n'a pas fait de coup de circuit encore, tu sais. Mais tu vois, c'est là que je trouve aussi même le but de bâtir une équipe
quand tu commences à comprendre ce concept-là, OK, tu as les personnes qui frappent les courts-circuits, mais tu as les personnes qui frappent les short drives, tu sais, puis c'est là que je réalise aussi moi-même, tu sais, quand tu constitues une équipe, genre, OK, c'est qui vraiment ton shooter? Mais aussi, c'est qui vraiment, tu sais, vraiment qui va toujours faire avancer le peloton pour, tu sais, continuer à progresser. Puis quand tu formes une équipe avec tout ce type de joueurs-là en business autant, là, comme tu peux avoir un closer, mais aussi quelqu'un qui va être opener. Ouais. Mais qui n'est pas nécessairement un closer. Oui, mais tu sais, moi pour la constitution d'une business, moi, j'aime beaucoup faire la comparaison d'une équipe de soccer. OK. Pourquoi? Tu vas comprendre pourquoi je prends l'équipe de soccer. OK? L'équipe de soccer, c'est souvent, quand tu es entrepreneur, là, je mets l'équipe de soccer parce que tu as 10 gars qui travaillent pour un gars. OK? Tu as 10 gars, les demi, les défenseurs, le gardien, tout le kit, ils vont tous faire la job pour donner ça à qui? Le numéro 9, le buteur qui va la mettre dedans. Mm-hmm. Puis tout le monde dit « Wow, le buteur est tellement bon, il est spectaculaire, tout le kit. » Oui, mais je tiens à spécifier que ça fait 14 passes de suite que l'équipe se fait. Puis ils ont amené ça devant le filet, puis le buteur, il a ouvert le pied, puis il l'a rentré. C'est sa job. Fait que c'est lui qui shine, parce que c'est lui qui est comme on the spot, mais il serait jamais capable de ramasser tous ces buts-là s'il n'y avait pas l'équipe autour. Définitivement. Fait que j'aime beaucoup cette métaphore-là de dire que, oui, dans l'entrepreneuriat, souvent les gens ils pensent que c'est un one-man show, mais tu sais, oui, toi tu shines, puis tu sais, moi je shine en toute modestie, là, mais il y a du monde en arrière. S'il n'y a pas de monde en arrière qui nous font des passes, on n'est pas capable de la mettre dedans. Puis c'est vrai. Puis tu sais, je pense que c'est là aussi qu'on peut commencer à bâtir vraiment une organisation. Puis là, tu mets une vision, tu mets une mission, tu mets une culture. Mm-hmm. Tu mets tout le monde est à son rôle. Mais tu sais, il y a deux choses là-dedans que je trouve intéressantes. La première, c'est que tu peux faire ça, OK? Mais tu n'es pas obligé de faire ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu l'as dit tantôt, ce qu'on est en train de vivre, c'est surréel. C'est une révolution. OK? Mais aujourd'hui, une personne peut travailler, avoir une entreprise, réussir, générer des revenus sans avoir aucun employé. Peut avoir des partenaires, des collaborateurs, mais on n'a pas besoin d'avoir... Tu sais, on n'est plus dans le temps de dire « je me prends une usine puis j'ai 50 employés qui viennent travailler puis tout le kit ». On a la possibilité de tellement de flexibilité, puis il n'y a pas, tu le disais tantôt, il n'y a pas un seul chemin. Moi, j'ai fait lire à mes enfants Rich Dad, Poor Dad, OK? Mm-hmm. Parce que je trouvais ça important que les gars ils comprennent que le système est fait pour nous rendre employables. OK? Moi, je vais le nommer comme ça. OK? Donc, va à l'école, va au cégep, va à l'université, aie un diplôme, trouve-toi un job, mets-toi de l'argent de côté, mets-toi des REER et, idéalement, meurs pas trop vieux parce que tu vas coûter cher au système de santé. OK? C'est cru ce que je dis là, mais c'est la vérité. OK? Fait qu'aussitôt qu'il y a des gens qui sortent du cadre, et il y en a de plus en plus, d'arriver et de dire, ben sais-tu quoi, moi... j'ai pas le goût d'aller à l'université. Moi, j'ai envie je vais finir l'école, puis je vais commencer à suivre des formations en ligne, puis des workshops, puis je vais commencer à travailler sur mes projets, puis moi, je vais avoir une latitude, puis je veux choisir mon horaire, puis je veux choisir avec qui je travaille, puis tout ça. Bien, c'est rendu un mode de vie qui est très sain, là. Puis il n'y a pas personne qui peut arriver, puis te juger, puis te dire c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas le bon chemin. Mais tu regarde, j'ai vu je ne pourrais pas donner une statistique, mais que la prochaine génération, je ne sais pas si ça serait les Z, ça, surtout peut-être les Z, mais ça va donner une génération qui vont faire les richesses sur des métiers. Parce qu'actuellement, c'est ça qu'on commence à voir. Beaucoup de monde sont à l'université parce que c'est ça qu'on nous a endoctriné depuis les dernières années. Là, il y a très peu de monde manuel. Ouais. Mais là, il commence à avoir un effet de rareté. Fait que quand le manuel il sera plus disponible, oui, il va y avoir la robotisation qui va prendre certains contrôles, mais jusqu'à une certaine mesure. Jusqu'à une certaine mesure, exactement. Oui. Fait que les personnes qui vont se retourner vers les métiers, autant que ce soit un électricien, un mécanicien, c'est des personnes qui vont avoir vraiment un avantage social. Mais c'est déjà ça. Je veux dire, tu vas voir, tu sais, un gars qui, tu sais, je vais prendre la comparaison de deux personnes. Tu as un gars deux gars finissent le secondaire. Le premier, il va faire son DEC en sciences humaines, puis après ça, il va faire son bac en marketing. Fait que là, ça lui prend 5 ans, peut-être 6 pour avoir son diplôme. L'autre, il va faire un DEP en charpenterie-menuiserie. Un an après, il a ses chantiers de construction. Il fait 75$ CCQ. Il commence à amasser de la richesse. La question
qui est importante là-dedans, c'est qu'est-ce que tu veux? On revient à ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, moi, là, tu me dis que demain, je peux aller travailler dans la construction puis faire 2 fois le salaire que je fais ça. No fucking way. Je veux rien savoir, là. Je suis pas un gars manuel. J'aime pas ça. Ça me drive pas. Non, oublie ça. Ça n'arrivera pas. Même si tu me payais 300$ de l'heure. Parce que je serais pas heureux. Okay? Moi, je serais plus du genre à dire, OK, 300$ de l'heure, je pourrais peut-être engager 2 gars à 100$ de l'heure qui pourraient faire la job pour moi, puis je me ferais 100$ de profit. Ce serait peut-être plus ça. Mais, qu'est-ce que tu veux faire? Puis, c'est pas la société qui décide. Puis, c'est ça qui me fatigue. C'est pas la société qui décide ce que toi, tu dois faire et comment tu dois le faire. Choisis ta voie, choisis ta vie, puis go. Go for it. Puis toi, tu sais, vraiment un gars de marketing, tu sais, parce que, gars, quand on est dans le marketing, puis aussi plus profondément les médias sociaux, les créateurs de contenu comme on l'est, on s'entend que, tu sais, c'est tout un instinct quand même créatif, très humain, adapte à chacun, tu sais, vraiment, qu'est-ce que tu maîtrises comme créativité, on pourrait dire. Mais d'une certaine façon, c'est genre une expertise qui peut être genre considérée intellectuelle parce que c'est comme dans la tête. Ouais, c'est pas du manuel. Cérébral. Mais là, on parle de AI qui commence à rentrer, tu sais, vraiment à même prendre de l'espace dans l'intellectuel parce qu'il peut penser 2 fois plus vite. Il peut déjà connaître c'est quoi les tendances actuelles. Il va s'adapter, il va se modeler. Ça va être l'ultime caméléon à publicité ou sinon à approcher. Comme tu as sûrement vu, des influenceurs qui sont des 100% AI. Ouais. Mais qui créent des modes de vie, qui pognent des brand deals. Ouais. Fait que c'est là que je pense à la notion de on est tous drivés dans l'intellectuel, la créativité, mais là, on commence à se faire genre ramasser par un chat GPT. Fait que là, le transfert vers OK, ben il va falloir survivre d'une certaine façon. Là, ouais, mais tu sais, moi, je pense que tout ce qui va arriver, c'est que les créateurs de contenu qui utilisent l'intelligence artificielle vont remplacer les créateurs de contenu qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, tout simplement. Ben, tu vois, quelque chose même que je pourrais rajouter derrière ça, parce que j'ai eu la conversation avec un autre créateur, genre influenceur, mais c'est que les créateurs de contenu, influenceurs qui vont survivre à cette conversion-là vers le AI, ça va être eux autres qui sont plus authentiques. Les autres qui font juste suivre des moules et perdre vraiment toute authenticité, mais le faire pour vraiment closer un autre deal ou faire ci ou faire ça. Ça va être les premiers qui vont tomber parce que comment tu vas te démarquer d'une machine si la machine est en train de se faire dupliquer par tout le monde? Ouais, mais tu sais, moi, je te dirais que ça va reposer sur 2 choses. C'est l'authenticité, tu as 100% raison, puis c'est l'augmentation de la valeur. À partir du moment que tu continues de donner de la valeur aux gens, parce que c'est quand même ça la beauté des médias sociaux, puis la fonction première, c'est de donner de la valeur. Ouais. Ben, tant que tu vas faire ça, tu vas avoir une audience, puis tu vas avoir des gens. Mais le problème qui arrive dans ce que tu dis, c'est que les influenceurs qui sont des poster boys, puis qui font juste ramasser des brand deals, puis qui n'ont pas de valeur, un jour, on va être remplacés. Là. Définitivement. Puis je pense que c'est là la ligne rouge pour tous vous, créateurs qui close, qui sont orientés que leur business est basé sur des brand deals. Ouais. Tu sais, je vois comme. J'en vois certains que vous avez des brands sur vous, mais ils ne sont jamais là permanemment. C'est comme si juste un deal là, puis toi, tu le prends parce que. Fait qu'on dirait que tu finis par faire des choses bizarres où est-ce que tu intègres quelque chose qui n'a juste pas rapport. Puis j'en ai vu une couple dans des foodies, par exemple, où est-ce que il y a une cohérence, ça amène quelque chose vraiment que c'est comme incohérent. Ah, non, c'est la cohérence. Tu sais, puis c'est un mot que j'utilise énormément depuis le début de l'année, cohérence, dans tout. Tu sais, tantôt, puis tu vas voir, tantôt tu disais, tu partirais-tu pendant 3 ans pour 10 millions? Non, parce que c'est pas cohérent avec ce que je veux dans la vie. Valeurs? C'est ça. On commence à déchiffrer le plan de match, là, vraiment. Là. C'est pas en cohérence. Je veux dire, ça veut dire que je mets ma famille, je mets l'argent avant ma famille. C'est pas dans mes valeurs. Après ça, de dire, je vais prendre un brand deal avec une entreprise qui me correspond pas juste pour l'argent, c'est pas dans mes valeurs. Ça, c'est un piège que moi, après avoir entré dans ce domaine-là des créateurs, puis tout ça, que je réalise. Wouh! C'est, choisissez vos partenaires comme il faut. Il ne va pas vraiment quelqu'un qui n'est pas orienté comme toi parce que ça paraît. Ça paraît que c'est bizarre, que ça ne matche pas. C'est fou. Tu le vois des fois, là, tu suis des ben, puis moi, t'as-tu vu, j'aime pas le terme influenceur. OK, first. Moi je l'aime pas, ce terme-là. OK? Moi, j'aime ça
Moi, je les nomme. Moi, je dis que c'est des créateurs de contenu qui ont de l'influence. J'aime ça le nommer comme ça. OK? Je trouve que c'est plus adapté parce qu'un influenceur, c'est une personne qui ne crée pas de contenu et qui ne crée pas de valeur. Fait que, tu sais, il y a des influenceurs. Tu sais, toi, tu es un influenceur. Ben, tu es un créateur de contenu, super de beau podcast, qui a de l'influence. On pourrait dire, ouais. Tu comprends la subtilité? Un influenceur, Ouais, non, je comprends la subtilité. Un influenceur, c'est je prends une photo puis je fais comme grâce à cette boisson, j'ai réussi. Non, prends une photo live. Tu vois, ça, c'est influenceur. Tandis que un créateur de contenu qui a de l'influence, c'est on est en train de parler, on a ça, puis là, c'est comme hey, ça me tente d'essayer ça. T'sais, c'est là qu'il y a une subtilité entre les deux, puis je trouve qu'elle est importante d'apporter parce que la nouvelle génération, c'est ça qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais être influenceur. C'est quoi la valeur derrière ça? C'est quoi que tu veux amener? C'est quoi la valeur? C'est comme tu as dit, c'est quoi la valeur? Il n'y a pas de valeur à être influenceur. Tu sais, par exemple, regarde, moi, quelque chose que j'ai réalisé, tu sais, vraiment engager un côté très culturel sur qu'est-ce que je fais aussi. Ouais. Tu sais, être latino dans Québec Média, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, je fais ma place aussi, j'ouvre des portes d'une certaine façon. Fait que pour moi, l'intégration de ma culture qui est quand même venue ici, puis est assimilée, puis que je veux juste la partager, de qui on est, nous, les Latinos, on est ici. Ben, pour moi... Juste que tu saches, là, moi, je suis un fan fini des hispanophones. Okay? Merci. Moi, c'est reggaeton all night long, tout le temps. Mes enfants sont écœurés. J'ai sur XM, là, sur Sirius, 152 Caliente. Ce n'est que du reggaeton qui joue. Ma première blonde était colombienne. J'ai travaillé au Chili. J'adore la culture. Quand j'étais allé au Chili, je pense en 2010, j'ai été invité dans un asado que j'avais jamais vécu avant. On arrive chez mon partner, puis on fait un barbecue à midi. Puis, je veux dire, il était rendu 2 heures du matin, puis il mettait du charbon encore, puis c'était ça. Il y a une fraternité, il y a de la chaleur, il y a un sanguin que je trouve tellement agréable, tellement le fun, que ça change justement de la froideur qui devient très nord-américain, très... Ouais. Puis, tu sais, moi, je veux spread ça, tu sais, aussi, cette valeur-là que nous autres, on emmène, parce que je trouve que, tu sais, on a quand même... Nous, on l'appelle l'épice. Okay. Du sazon. Ça, qu'est-ce que je trouve que on amène. Puis c'est drôle parce que du sazon, ça va être genre vraiment juste une épice que tu mets partout dans ta bouffe. Là. Puis je me dis que nos cultures, elles s'assimilent tellement bien. Comme l'espagnol, c'est pas loin du français. Ouais, ça prend dans le même angle vraiment de l'accent. C'est pas comme si un francophone doit aller apprendre, genre, mettons, le coréen. Là. On parle d'autres sons. Pour avoir parlé espagnol pendant quelques années, parce que je travaillais en Amérique latine, un francophone qui veut apprendre l'espagnol, c'est relativement facile, mais un espagnol qui veut apprendre le français, Non, c'est pas évident, mais regarde. Mais honnêtement, tu sais, ça se fait bien parce que moi, j'ai des cousins qui sont arrivés en 2021 pendant la pandémie, puis on les a accueillis, toute ma famille, on était là, on a fait un gros méga barbecue pour les mettre, vraiment, on est ici au Québec. Le reste de ta vie va commencer ici. Puis c'est drôle, parce qu'eux, ils arrivent ici. C'est l'équivalent de ma mère qui arrive ici parce que, ils ont des enfants genre, tout petits, puis moi, je suis arrivé ici à 1 an. Mais en 6 mois plus tard, ils parlaient tout français. C'était genre, c'est Thanksgiving. On est tout à la table, tout ensemble, ils parlent français. Les enfants ont déjà parlé français. Il y en a une qui borderline, qui parle très bien. L'accent, elle maîtrise super bien. Les cousins, ils parlent bien. Ils conversent. Ouais. Parce que j'ai comme un Roumain dans ma famille, puis ils parlent français. Fait que tu dois parler avec, je les entends parler. Je suis comme, shit, c'est sur moi. Quand tu veux. Exactement. Et voilà. Parce que pour eux autres, c'est ça le nouveau, tu n'as pas le choix là aussi. Fait que c'est ça aussi, vraiment, que les Latinos qui viennent ici, ou même nous autres, puis la fierté que j'ai, que tu sais quoi, qu'est-ce qu'on peut amener ici. C'est pour ça, autant, genre, toute cette diversification des choses. Ouais. Je trouve que c'est ça, vraiment, qui nous représente ici. Puis là, Yale aussi, ça a toujours été quelque chose de très diversifié. Tout du monde qui pense ensemble. Fait que c'est pour ça que je trouve pas comme on se ressemble, mais qu'est-ce qui ressemble de tout le monde à qui je converse, c'est notre façon de penser. Clair. Moi, je suis... Moi, ça a été un de mes plus beaux apprentissages que j'ai fait en travaillant justement à l'international. Je me suis promené un petit peu partout.
Puis de voir que... Puis moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est de réussir à connecter avec des gens sans même être capable de parler la langue. T'sais. Ça, c'est une beauté, ça, c'est nice. Tu sais, que tu peux juste connecter, puis des regards ou... tu sais, je vais te donner le meilleur exemple, tu sais. On écoutait un match de foot. Tu sais, j'écoutais un match de foot avec des Latinos, avec des Chiliens, que, tu sais, mon espagnol n'était pas parfait. Puis les Chiliens, ils ont l'accent le plus bizarre. Ouais, tu sais, c'est pas mon, accent. Mais on connectait quand même. Tu sais, on connectait quand même parce qu'on se rassemblait autour d'un point commun qui était le foot, puis on connectait. Après ça, j'ai représenté le Canada au G20 des jeunes entrepreneurs. En 2017, on est allé en Allemagne. En 2018, j'étais allé en Argentine. Mais tu sais, on s'est ramassé là-bas, puis tu te ramasses avec des gens de plein de pays, la France, la Grèce, l'Australie et tout, puis tu réalises que les barrières tombent. T'sais. Souvent, en réalité, c'est même pas vrai. Je vais même y aller plus loin que ça. C'est pas que les barrières tombent, c'est que les gens ne se mettent pas de barrières. Parce qu'à la base, il n'y en a pas de barrières. Tu comprends la nuance entre les deux? À la base, il n'y en a juste pas. C'est du monde qui crée des barrières. Puis moi, c'est quelque chose qui me déçoit de cette barrière linguistique qu'il y a ici. Je la comprends. Je comprends la culture derrière ça. Ouais. Mais tu sais, vraiment que cet État ici, je sais, qui met autant de barrières, tu sais, vraiment pour dire qu'il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Puis honnêtement, comme je disais tantôt, quand tu mets des restrictions sur les personnes vont tout le temps trouver une façon de trouver à leur façon. Je trouve que, tu sais, vraiment, si le Québec voudrait améliorer vraiment, puis ne pas avoir ce sentiment-là que le français est en déclin, enlève certaines barrières parce que tu vas remarquer que plus de personnes vont vouloir l'appartenir. Ouais, c'est un sujet que je trouve délicat dans une certaine mesure du fait que, tu sais, tout le monde a sa propre opinion et tout. La seule chose que moi, je vois là-dedans, c'est que faut juste pas tomber dans de l'orgueil mal placé. Je vais le placer comme ça, ouais. OK? Parce que moi, mettons, mes enfants, là, ils parlent anglais. Ils pratiquent l'anglais. Ils écoutent des films en anglais. Ils lisent en anglais. OK? Mais je veux dire, à la maison, on parle en français puis on est des francophones. Mais je ne peux pas penser, en 2024, qu'une personne peut ouvrir ses possibilités dans le reste du monde si elle ne maîtrise pas l'anglais. Fait que tu sais, c'est juste que c'est pas un ou l'autre. Exactement. C'est juste ça que moi je trouve plate là-dedans, c'est que moi je parle français, je suis francophone, puis je veux dire, je vais toujours parler français, puis j'adore ma langue et tout. Mais de dire que je vais être assez orgueilleux pour dire que mes enfants vont s'exprimer en français puis qu'ils n'auront pas besoin de maîtriser l'anglais et tout, OK, fait que tu vas faire quoi, man? Tu vas avoir le Québec que tu vas pouvoir faire quelque chose et ben la France, ils ne comprennent même pas notre français. Fait que je veux dire, tu te limites, là. Tu sais, ça me fait penser un peu. Il avait fait un sondage aux États-Unis, puis il disait, je pense que c'était 80% des États aux États-Unis qui avaient moins de 20% des Américains qui avaient un passeport valide. Ça se peut. Moi, j'ai un cousin là-bas qui n'a pas de passeport. OK, fait que ça veut dire que 80% des Américains, à peu près, là, n'ont pas de passeport valide. Ça veut dire que eux, tout ce qu'ils vont connaître toute leur vie, c'est les États-Unis. Mais ça, c'est vrai. Regarde, moi, j'ai vécu là-bas aux States, par exemple, comme latino, les latinos qui dominent là-bas beaucoup, c'est les Portoricains, à New York. Ouais. D'ailleurs, je te raconte une histoire comme ça, là. Je suis allé à New York au mois de juin l'année passée. Ah, toi, t'es allé à la parade? Ben, j'ai vu la parade. Je ne savais pas que c'était ça. Hey, on était en train de marcher. J'étais avec ma blonde. On était en train de marcher à Central Park. Puis on fait comme, mais qu'est-ce qui se passe? On entendait hurler, puis de la musique et tout ça. Puis là, on arrive, puis on voit ça, une parade de kilomètres de long. Ah ouais, on a eu énormément de plaisir, là. On est resté là 1 heure de temps à s'amuser et tout. C'est iconique. Moi, je l'ai vécu, adolescent là-bas, là, mais justement, là-bas, eux autres, c'est les latinos prédominants de New York. Par contre, comme latinos, il y a comme cette fierté américaine qui s'est développée qu'une bonne majorité d'entre eux ne parlent pas l'espagnol. Ça, c'est quand même... C'est honteux d'une certaine façon parce que maintenant, ils commencent à comprendre que shit, j'aurais voulu apprendre le... Mais parce back then, c'était moins cool. C'est comme, on est fiers américains, on parle anglais, on est patriotique, on est comme ça. Mais comme là, tu vois... mais encore une fois, pourquoi c'est un ou l'autre? Tu peux apprendre... C'est l'appartenance. Ben, ouais, mais je veux dire, tu
tu viens au Québec, ça parle majoritairement français, c'est une marque de respect et d'appartenance de parler français, mais pourquoi tu n'enseignerais pas l'espagnol ou tu n'enseignerais pas l'anglais? Je veux dire, tu sais, je te l'ai dit tantôt, on parlait des médias sociaux. Là. Ta job de parent, c'est de donner le plus d'outils possible à tes enfants. Pour leur donner, ouais. Bon, mais tu sais, l'utilisation des médias sociaux, c'est des outils. L'éducation, la scolarité, ça peut être un autre outil. L'empathie, c'est un autre outil que tu peux leur donner, mais la maîtrise de plusieurs langues. Je trouve que c'est la communication, je trouve que c'est le plus bel outil que tu peux donner parce que quand tu peux commencer à communiquer, tu sais, vraiment avec d'autres personnes. Je veux dire, ouvre des portes. Tout dans la vie implique de la communication. Chris, va chez Subway, tu as besoin de communiquer, là. OK? Mais j'ai jamais vu personne sur la Terre me dire moi, je parle 4 langues, là, et mon Dieu, que ça me nuit dans la vie, là. Ça m'a tellement fermé de fenêtres puis tellement fermé d'opportunités, là. Moi, je parle français, je parle anglais, puis je baragouine espagnol. Mon espagnol est quand même bon. Je le comprends mieux que je le parle. Mais quand je vais en République dominicaine ou au Mexique et tout ça, là, j'ai un plaisir fou, là. J'ai un plaisir fou, je parle. Et si tu voyais la relation que je développe avec des gens là-bas, quand que je me force à parler leur langue, je te le dis, je vais avec ma blonde, puis ma blonde est morte de rire. Pour vrai, j'ai des traitements de faveur, là. Tu sais, on s'en va dans un resort, je m'exprime en espagnol, je pose des questions en espagnol, puis je demande, je cherche un mot, puis tout le kit. J'ai un meilleur service que tout le monde. Pourquoi? Parce que je fais une marque de respect, puis je fais un effort de m'adapter à la culture, puis je parle leur langue. Puis c'est pareillement, tu sais, vraiment, dire ça ici, je peux comprendre que, tu sais, plus de personnes veulent les personnes qui parlent français arrivant. Puis c'est pas qu'on veut pas. Comme je dis, moi, ma famille l'ont appris en 6 mois, ils sont allés à l'école, boum, le maîtrise. Je voudrais rentrer sur un autre sujet. Je trouve ça vraiment pertinent. Peut-être que on pourrait survoler. Tu es une personne, vraiment, ça fait 5 ans maintenant que tu es sobre. Ouais. Puis je trouve que vraiment, c'est des choses, tu sais, vraiment. Regarde, tu as 42 ans, j'ai 37 ans. Dans le fond, à 37. À 37, j'ai arrêté de boire. Ouais. Y a-tu eu un élément déclencheur derrière ça, tu sais, vraiment, qui t'a poussé, vraiment, que c'est le moment que je dois changer les choses dans ma vie? Oui, non. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'élément majeur. Tu sais, des fois, on dirait que les gens aimeraient ça que je dise, tu sais, je suis parti pendant 4 jours de temps, j'étais sur la brosse, j'ai frappé un char, un chevreuil avec mon char. Tu sais, non, il n'y a rien eu. C'est juste que moi, dans la vie, j'ai toujours trouvé, soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. OK? Puis ça, c'est quelque chose que les gens ils ont beaucoup de difficultés à se mettre en place parce que c'est beaucoup plus facile de trouver des problèmes que de trouver des solutions. Okay? Définitivement. Okay? Et là, début 2019, mon année commence, l'anxiété, problème de digestion, je dors mal. Et puis là, je me sens pas bien physiquement. Puis on en parlait tantôt, le corps est important. Puis là, je regarde, je suis comme, qu'est-ce que je pourrais faire? T'sais? Mon stress, je suis entrepreneur, j'ai des responsabilités, tout ça. Je peux le gérer, mais il va quand même en avoir. Et là, je regarde tout mon mode de vie, puis je fais comme, je bois trop. Puis je veux dire, j'avais pas un problème d'alcool. Genre, comme je disais, je rentre pas travailler ou quoi que ce soit. Mais je buvais fréquemment, je buvais tout le temps. Il y a tout le temps de raison. Il y a des amis qui sont à la maison, j'ai un 5 à 7, on fait un podcast, j'ai une grosse journée. Il y a tout le temps de raison. C'était plus une prise de conscience de changement d'habitude. Prise de conscience. Mais la prise de conscience, c'est faite quand je me lève un matin puis je fais comme aujourd'hui, je bois pas. Puis finalement, la journée finie, j'ai bu 3 bières. J'ai pas été capable. C'est bizarre. C'est pas grave. Demain, je me reprends. Le lendemain, je bois pas. Je dis, je bois pas. Un de mes amis qui m'appelle, dit, hey, on écoute-tu le hockey à soir? Ben oui, écoute le hockey. Ben là, on prend une petite bière. Yeah. Le mercredi, aujourd'hui, je bois pas. Il y a un 5 à 7 pour la job. J'ai pris une coupe de bière. Et là, après 4-5 jours, j'ai dit, Chris, je suis pas capable. Je ne suis pas capable de me dire non à moi-même. Puis là, je suis une tête de cochon. Fait que je dis, regarde, je vais arrêter pendant 1 mois. On va juste l'enlever de notre vie, tout simplement. Ça va être non. Pour le prochain mois, je dis non à toutes les opportunités. Puis fait que j'ai arrêté pendant 1 mois. Et pendant ce mois-là, le mois passe. Meilleure humeur, plus de concentration, meilleure digestion, plus de contrôle, plus... Tu as vu vraiment un changement tout à la mieux. Drastique. C'est fou, c'est vrai. T'sais? Puis le problème que j'ai, c'est que moi, je suis zéro moralisateur sur la consommation d'alcool. Vous faites ce que vous voulez, vous consommez ce que vous voulez, puis tout le kit. Mais moi, ce que je dis, c'est que moi, je buvais trop d'alcool comme la majorité de la population. L'alcool,
c'est gouvernemental. L'alcool, elle est publicisée. C'est une source de revenus. Là, on va se le dire, c'est ça. Là. Je veux dire, Chris, ça a été nommé comme service essentiel pendant la COVID. Là, je veux dire, c'est juste pour te dire, tu ris, là, mais c'est ça pareil. C'est un service essentiel. Ouais. C'est dans nos mœurs. J'avais vu une vidéo là-dessus parce que c'est une substance, c'est une drogue. On pourrait dire que c'est considéré comme étant une drogue et tout. Et c'est la seule drogue que tu vas te faire juger si tu n'en prends pas. Tu comprends? Tu arrives à quelque part dans un party et tout, puis là, le monde dit hey, tu veux-tu une bière? Tu es comme non, j'en veux pas. C'est comme pourquoi t'en veux pas? Ben parce que j'en veux pas. Ah ouais, dans une culture latine, par exemple, là, ça peut être mal vu. Ben oui. Là, c'est comme t'es donc bien plate. Faut que tu prennes mon verre. Ouais, c'est limite, c'est un manque de respect. Tu prends pas le verre que je t'offre, tu manques. Ouais, mais j'ai pas envie de boire. Tu sais, on ferait pas ça avec la coke, là. Tu sais, je veux dire, non, mais tu comprends? Je veux dire, mais là, t'en veux pas. Mais non, j'en veux pas. Tu sais, fait que moi, j'ai décidé d'arrêter de boire et tout, puis je suis pas moralisateur. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté de boire. Je suis en contrôle de ma vie, je suis en contrôle de mes émotions. Moi, je le prenais beaucoup par automédication. C'était ça surtout. Mais ça aide. Tu prends 2-3 verres, ça baisse le stress, ça baisse l'anxiété temporairement. C'est important de le dire. Et là, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. Plus en contrôle de mes émotions. Plus en contact avec mes émotions. Pas en contrôle, en contact. Fait que là, je voyais qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Puis c'est drôle, hein? Parce que je le réalise en même temps que je te le dis. Tu sais, je t'ai dit, il y a quelques années, j'ai arrêté d'avoir mon masque. Ah, ben, sais-tu quoi? Ça tombe à peu près dans le même temps. Que là, quand j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de me mettre une façade, j'ai arrêté de cacher mes émotions, puis là, j'ai commencé à vivre vraiment qui j'étais, puis ce que j'étais. Fait que dans le fond, boire, ça t'aidait à être justement cette personne-là que tu voulais peut-être plaire. Ou combien de personnes qui sont comme ça? Ouf. Combien de personnes? Combien de personnes qui vont, avant d'aller dans une date, vont prendre une petite bière, 2 petites bières pour se déjeuner. Ils vont être dans un 5 à 7. Ils disent « Ah, ça va me prendre un petit verre de vin pour pouvoir me déjeuner. » Je veux dire, il y a beaucoup de... Mais si tu prends ça comme ça pour gérer ton anxiété et ton stress, tu t'auto-médicamentes à l'alcool. Mais sais-tu quoi? J'ai pas d'enjeu avec ça. Moi, j'ai pas de problème. Moi, où est-ce que j'ai un enjeu? C'est quand... Moi, j'appelle ça des miroirs. Quand il y a des gens que je leur dis « Moi, je bois pas. » Puis là, ils sont comme « Ah ouais, prends donc une petite bière, prends donc un petit verre. » Puis je suis comme « OK. » Si toi, tu n'es pas capable de gérer ta consommation d'alcool, ce n'est pas de ma faute. Parce que je les confronte. Tu sais, je confronte des gens à dire OK, lui, il est capable. Puis je te le dis, j'étais un esti de gars de party. Là. Je veux dire, quand j'ai dit au monde que j'arrêtais de boire, le monde a dit il t'offre 24 heures, puis c'est fini. Le monde, il jugeait déjà. Oui, non, il dit il ne sera pas capable. Il est trop ancré dans un mode de vie de party boy, puis de consommation d'alcool, tout le kit. C'est sûr qu'il ne sera pas capable. Puis là, aujourd'hui, je suis rendu à 5 ans, puis je veux dire. On continue comme ça, mais ça a été une décision éclairée de dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie. Mais tu sais quoi? C'est cool de le voir de cette façon-là, contrairement au cliché de quelqu'un qui arrête de boire, c'est pour une raison parce que ton comportement t'a amené à un autre niveau. Ouais. Je connais un bon ami, lui, c'est parce qu'il a perdu son permis. C'est souvent ça. Cette prise de conscience-là. C'est souvent ça, c'est de dire j'ai perdu mon permis, je suis dans la merde, ou ma femme est partie, ou j'ai perdu ma job, ou quoi que ce soit. Mais je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner le meilleur exemple que je peux te donner. Tu sais, moi, avant, je mangeais bien de la malbouffe. J'aimais ça. J'aimais ça manger de la poutine, puis des hot dogs, puis tout le kit. Mais tu vois, là, je suis pas. Mais un moment donné, j'ai pris conscience, puis j'ai fait OK, même si je suis pas gros, puis que je suis pas en surpoids, on s'entend que je suis pas en santé. Là. Je mange pas bien. Vie, là. Je veux dire, ils vendent pas de la poutine chez Shop Santé. Là. Shop Santé. OK. Il y a une sauce à poutine, je pense. Ah, bon, une sauce à poutine. Tu vois? Mais tu comprends? C'est pour dire, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mon alimentation. J'ai pas attendu d'être obèse morbide pour changer mon alimentation. Fait que l'alcool, c'est ça, souvent, qui arrive. C'est que les gens attendent une conséquence et la conséquence fait que... Puis, sais-tu quoi? Je vais même aller plus loin que ça. Dans presque tout. Les gens vont attendre la conséquence avant de passer à l'action. Tu sais, tu fais pas attention à ta santé, tu vas faire une crise cardiaque, tu vas faire attention à ta santé. Tu fais pas attention à ton couple, tu vas attendre qu'il y ait de l'infidélité ou qu'il y ait une séparation avant de commencer à prendre soin de ton couple. L'alcool, tu sais, on est souvent... Tenter à prendre des mauvaises décisions jusqu'à on va attendre que ça éclate, puis quand ça éclate, on fait comme « Ah, mon Dieu! » Mais pourquoi attendre que ça éclate? C'est une réalité de peut-être le comportement humain, de comment... Pourquoi?
Parce que c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement challengeant là, de te regarder dans le miroir et de dire hey, c'est quoi ton problème, toi? Tu sais, toi, là, c'est quoi ton problème? Ben, ton problème, c'est que tu bois trop d'alcool. Ton problème, c'est que tu es un hypocrite et que tu fais le caméléon devant les gens. Ton problème, c'est que tu gères très mal tes finances. Ton problème. Et boy! Fait que tu as eu cette conversation avec toi-même devant le miroir. Ouais. Est-ce que tu as pris. Ouais, Jordan Peterson, là, tu sais, je sais pas si. Ouais, bon, ouais. lui, il disait ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Il dit tu veux savoir c'est quoi qui va pas avec ta vie? Il dit passe 24 heures dans une chambre puis regarde-toi dans le miroir. Juste toi puis toi-même, puis regarde-toi dans le miroir. Tu vas en avoir des réponses. Parce que la plupart du temps, là, les réponses, on les a toutes, man. On le sait, là. On le sait. Tu le sais que tu es dans une relation toxique. Tu le sais la vérité fait mal. Tu le sais que tu as un problème de gambling. Tu le sais que tu as un problème d'alcool. Tu le sais que... Tu sais, les gens, ils savent tout. C'est juste qu'ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas parce que de l'avouer, c'est que là, tu t'es dit, bon, ben maintenant que je l'avoue, il existe. Le problème existe. Mais là, s'il existe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'évite ou je le règle? Fait qu'en le nommant pas, ben, il n'existe pas. Puis c'est pour ça que je trouve que, tu sais, vraiment, je voulais entendre ta version de, tu sais, vraiment, ça a été quoi, tu sais, la sobriété, parce que justement, c'est des prises de conscience, c'est des changements d'habitude, puis tu as été proactif, puis je pense que ça, c'est la meilleure des choses. Puis moi, tu sais, vraiment, en écoutant une histoire comme ça m'inspire aussi, tu sais, moi-même, tu sais, parce que j'ai commencé déjà à prendre certains changements de vie où est-ce que j'ai plus autant, genre, une soif pour prendre un verre ou des trucs comme ça. Fait que j'enlève ça. Manger bien, j'ai toujours mangé bien, je m'entraîne régulièrement. Puis maintenant, je veux devenir un ambassadeur de juste vivre le bien-être, tu sais, comme il faut. Ouais. Parce que quand, tu sais, ta machine est bien, tu es bien huilé, tu peux avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Beaucoup plus sain. Moi, je le vois. Moi, je le vois. Là. Depuis que je fais de l'activité physique, que j'ai arrêté la consommation d'alcool, que j'ai arrêté de fumer, que j'ai arrêté de manger de la malbouffe, que je dors bien, parce que ça ne sert à rien de faire tout ça, c'est un sommeil de merde. Okay? Mais ce que ça fait, c'est je suis plus productif, je suis plus concentré, je suis plus efficace, j'ai plus de temps. Okay. Je gagne dans le deal. Là. J'ai gagné en masse dans le deal. Là. Je voudrais savoir, par contre, on est tous humains. Comme dernière question, parmi tous ces contrôles-là, ces améliorations, ces préventions que tu as réussi à faire sur toi-même, as-tu un vice aujourd'hui qui... Ouais, c'est l'héroïne. Non, c'est pas vrai. Non. Non, c'est... Puis c'est drôle que tu dis ça. Oui, j'ai un vice. La vapoteuse. OK. J'ai une vapoteuse que j'utilise de temps en temps et tout ça. Je fumais la cigarette avant, là, puis j'ai tout fait une transition. Ouais, mais même pas, là. Tu sais, je veux dire, j'ai arrêté de fumer, puis c'est... Je vais te le dire comme ça, c'est, admettons, là... Admettons, on prend une semaine de vacances au chalet. Ben là, le monde amène leur bière, leur vin, tout le kit. Moi, je m'achète une vapoteuse. Fait que ça, c'est qu'elle se distrait peut-être de toutes ces autres choses. Juste pour peut-être fit in socialement, tu sais, autour du cercle. C'est juste... C'est quoi, c'est un vice? Parce que tu sais, un moment donné, là, il y a j'avais lu un article là-dessus, justement au chalet, avec ma vape, puis j'avais trouvé ça super intéressant. C'est de dire jusqu'à quel point le fait de ne pas avoir de vice peut avoir un impact négatif sur ta vie. Okay? Puis là j'explique, là, c'est de dire peut-être que, mettons, là, je vais prendre l'exemple de tu sais, le monde qui dit « Ah, je veux pas manger de sucre, je veux pas manger de bonbons, puis tout le kit. » OK? Mais peut-être que le struggle de pas manger de sucre, pas manger quelques petits bonbons le soir, puis tout le kit, puis ça te fait du bien, ça t'apaise émotivement, puis ça baisse ton anxiété et tout parce que c'est réconfortant. De plus, ouais. Ben, peut-être que le prix à payer de manger un peu de sucre pour faire baisser ton anxiété, peut-être que sur l'overall de ta santé, c'est positif. Tu comprends la subtilité? Non, c'est une bonne... ouais. Tu sais, parce qu'un moment donné, là, je veux dire... Il faut avoir un vice. Ben, il faut avoir un vice. La question, c'est juste une question d'excès. Mais c'est pour ça que j'apprécie que tu as une réponse à ça parce que j'ai posé la question même à d'autres individus. Puis comment ils ont répondu, comme j'en avais zéro. Puis ça, là, j'ai la misère à croire. Je suis comme... Mais non, c'est impossible. Il y a quelque chose. Tout le monde a un vice. Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont pas, il y en a qui vont pas se ramasser, il y en a qui vont manger de la malbouffe, il y en a qui vont consommer de la pornographie. Il y en a, tout le monde a un vice. Quelqu'un qui n'a pas de vice, moi je vais te le dire, quelqu'un qui n'a pas de vice, c'est probablement quelqu'un qui ne se connaît pas assez ou qui n'est pas assez honnête avec lui-même. Facts. Désolé pour les anciens invités qui avaient On est tous ici pour se connaître.
Mais sinon, Marco, regarde, ça a été super cool de découvrir vraiment. Puis je trouve que tu as un livre vraiment beaucoup d'histoire. On pourrait aller vraiment à d'autres sujets. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'avenir actuellement pour toi? Là, tu as 18 ans dans la game. Tu as sorti ton livre Moneyball, j'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant, je suis d'accord, j'approuve ça, je connais la notion derrière ça, fait que j'encourage à tous ceux vraiment qui veulent découvrir des astuces médias sociaux 2024, vraiment pour se programmer puis avoir un certain succès, ça fonctionne comme vous pouvez le voir. What's next? Cohérence. Cohérence. Ouais, on revient là-dessus. C'est, tu sais, je suis... j'ai travaillé beaucoup dans ma vie, j'ai travaillé énormément, beaucoup d'heures et tout ça. Puis là, je veux être dans un flow de... Toi. Ouais, moi. Et je veux laisser de la place. Tu sais, souvent, l'entrepreneur, on a toujours un projet, un autre projet, un autre projet, un autre projet. Puis l'univers n'aime pas le vide. Mais des fois, là, je suis rendu à une période de ma vie où est-ce que j'ai envie d'avoir de l'espace, j'ai envie d'avoir du vide. Mm-hmm. Puis j'ai hâte de découvrir il va se remplir comment, plutôt que de forcer les situations pour pouvoir le remplir. Tu as du vécu, tu veux juste laisser les choses aller là. Ouais. Maintenant, tu as le vent sur la voile, puis tu es comme, où est-ce que tu m'amènes? Ouais, exact. Super. Merci, mec. C'était Hey, vraiment Marco, cool. ça fut un plaisir. Guys, j'espère que vous avez apprécié ça. Merci beaucoup. Merci. Super énergie. Merci. Et aussi podcast, guys. Let's go.